Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Jean-Christophe Cambadélis, député PS de Paris, en charge des questions internationales au Parti Socialiste. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de l'internaute et de Ouest France. Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, est parmi nous pour co-animer l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Merci d'être là. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission et poser vos questions à notre invité en dessous de votre vidéo ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Direct Politique. On commence tout de suite, Jean-Christophe Cambadélis. Le mouvement de protestation en Bretagne s'est amplifié hier avec le coup de force des salariés de Tilly-Sapco. Est-ce que vous comprenez cette colère dans une région qui a voté pour François Hollande en 2012 et dans laquelle il y a beaucoup d'élus socialistes? On peut comprendre la colère, mais on n'est pas obligé d'applaudir à la manière dont elle s'exprime. On peut comprendre la colère parce qu'une partie de la Bretagne, et pas toute la Bretagne, mais une partie de la Bretagne est sinistrée, faute de perspectives stratégiques permettant aux entreprises, particulièrement de l'agroalimentaire, d'être compétitives hors subventions européennes ou françaises. On peut comprendre cela, mais s'en prendre au bien public me semble pas tout à fait justifié. Le PDG de Tilly-Sapco, Daniel Sauvaget, lui critique directement Stéphane Le Foll en disant qu'il n'a pas réagi assez vite suite à la suppression des aides européennes en juillet, qu'il n'a pas eu de réponse, etc., qu'il a été obligé d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il a eu deux attitudes. Il a critiqué, puis après il a trouvé que le pragmatisme de Stéphane Le Foll était une bonne chose et qu'il fallait le souligner. Mais écoutez, moi je ne voudrais pas rentrer dans une polémique, puisqu'on va avoir un tour de table, tout le monde va discuter, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, va se rendre sur place. Mais je constate que cette entreprise, celle dont on parle pas de l'autre entreprise qui est dans la difficulté mais qui va avoir des repreneurs, cette entreprise vivait principalement des subventions de l'Europe. On aurait pu utiliser ces subventions pour pouvoir modifier le marketing de l'entreprise, pouvoir faire en sorte que l'avenir de cette entreprise ne soit pas simplement dans le poulet congelé de bas de gamme. Alors il y a des explications propres à chaque entreprise en Absolument. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment que tout ça se développe à la faveur d'un climat autour de la fiscalité jugée excessive? Est-ce qu'on n'est pas allé déjà trop loin? Mais écoutez, la fiscalité, l'impôt, c'est pour le bien commun. Ce n'est pas pour engraisser Paris, comme je l'ai entendu parfois dans les manifestations, ou Bruxelles. Là, en l'occurrence, l'écotaxe, c'est pour la transition énergétique, faire en sorte que le ferroutage se substitue à l'ensemble des camions. Et les Bretons sont les premiers écologistes en France. Ils ont été les premiers à développer un certain nombre de thèmes, à participer à des manifestations, aux premières grandes manifestations sur le terrain écologique. Ils savent, ils sont dans la défense de la nature, ils savent que ceci est important et que ceci se finance. Et donc il faut, alors évidemment, s'adapter, mais la voie doit rester. Vous croyez toujours que dans le contexte auquel on est en train d'assister, là, le rétablissement de l'écotaxe va être quelque chose de possible? La reconstruction des portiques, vous imaginez cela? J'imagine qu'il faut une négociation, car évidemment, quand cette région, enfin comme une partie de la région est sinistrée, en situation difficile sur le plan économique, pas la pire en France, hein, quand même, mais en situation difficile, il faut s'adapter. Et s'adapter, ce n'est pas renoncer. S'adapter à la situation concrète de décisions qui ont été prises par nos prédécesseurs, au passage. Et donc, tout l'art de gouverner, c'est de conduire la réforme tout en s'adaptant aux situations concrètes. Mais 5 portiques ont été détruits. Là, enfin, un a été oui, démonté moi, par l'État je dirais lui-même. la chose suivante. Une borne a été détruite dans les Landes hier soir. Bien sûr, je comprends parfaitement que il peut y avoir, particulièrement en Bretagne, une certaine colère. Mais elle n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter la destruction du bien public, parce que c'est l'ensemble des Français qui payent. Même si la société donc, en question vous réclamez des sanctions. Et ce ne serait pas anormal qu'il y ait des sanctions.
On parle souvent d'amnistie pour les mouvements sociaux. Oui, mais on ne peut pas réclamer de l'ordre dans toute la France, que les uns et les autres soient placés devant leurs responsabilités, et dire que parce que l'on est breton, on a le droit de détruire du matériel financé sur l'impôt public. Donc qu'il y ait la colère, qu'elle s'exprime, qu'il y ait des manifestations, mais je ne pense pas que les Bretons soient favorables aux casseurs. C'est des situations extrêmes. Ce sont des casseurs, selon vous ? Quand on casse du matériel public, on est casseur, jusqu'à preuve du contraire. Donc, le dialogue, autant qu'il est possible, autant qu'il est nécessaire, des solutions doivent être trouvées, mais pas de casse, pour une raison toute simple, c'est que ça fige les positions. En attendant, Jean-Christophe Cambadélis, la suspension de l'écotaxe devrait coûter dès l'année prochaine pas loin d'1 milliard d'euros à l'État dans le budget 2014, qui est en train d'être discuté à l'Assemblée. Est-ce que ça ne va pas se répercuter finalement sur les contribuables ou sur une coupe des dépenses, encore une fois, dès l'année 2014 vous résumez bien la difficulté. C'est-à-dire que c'est l'intérêt national qu'il faut avoir en tête. Quand on prend là, il faut remettre ici. L'argent, on ne le crée pas. Les Français savent que nous sommes dans une situation budgétaire difficile et qu'en même temps, il faut conduire une politique de transition énergétique parce que c'est l'avenir. Il faut aider les entreprises en difficulté et en même temps, l'État ne peut pas à chaque entreprise donner 60 millions d'euros, 100 millions d'euros, 500 millions d'euros et ainsi de suite. Donc, il y a une politique raisonnable et raisonnée à mener qui combine à la fois la fermeté sur les objectifs et à la souplesse dans la manière d'agir. Cette écotaxe, normalement, est organisée, perçue par une société privée, Ecomove, qui est très critiquée à droite et à gauche. D'ailleurs, est-ce que vous faites partie de ceux qui reprochent au gouvernement Fillon d'avoir noué ce partenariat ? Moi, je veux d'abord des explications, parce qu'on raconte beaucoup de choses, je n'ai pas les éléments en main, et je crois qu'il ne faut pas, dans un pays qui est un peu à cran, jeter l'opprobre comme cela sur les uns ou sur les autres. Mais, visiblement, il y a un souci quand on voit qu'une partie non négligeable de l'argent récolté par une société privée, va à la société privée. Donc il faut simplement qu'on nous explique. On parle de 250 millions d'euros par an tout de même. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. On en aurait besoin, ne serait-ce que pour aider nos amis bretons. Donc il y a sûrement des raisons. On peut s'en expliquer. S'il y a un loup, comme dit l'autre, il faut essayer de le voir. La mairie de Paris a passé un contrat avec Ecomove. Oui, non, mais donc d'où la nécessité à chaque fois de s'expliquer. C'est pour ça que je ne suis pas pour jeter l'anathème. Et puis, pour dire, il doit y avoir, si j'ai bien compris, aujourd'hui, une commission d'enquête qui va commencer au Sénat sur le sujet. Et bon, on sera amené à savoir ce qui se passe. Mais honnêtement, c'est un problème important qui préoccupe, je pense, la droite, évidemment. Mais le problème essentiel en Bretagne, c'est le pacte proposé par le Premier ministre pour relancer cette terre qui le mérite. On a des internautes qui nous demandent comment régler la crise bretonne. Alors c'est vrai que c'est une question très très large, mais quelles sont les pistes selon vous ? Alors pour régler la crise bretonne, il ne faut pas faire un bloc, il faut faire un pacte, si je puis dire, mais il faut essayer de traiter l'ensemble des problèmes. Une crise protéiforme, comme le disait Michel tout à l'heure. C'est une crise qui touche, qui est un peu à l'image de la crise française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'agroalimentaire, il y a toute une série de secteurs qui sont dans les difficultés. Un statut spécial pour la Bretagne en Non, ne parlons pas de statut. Fiscalité, non, parlons pas de statut spécial, car je crois que la Bretagne n'en souhaite pas. Elle souhaite être bien traitée comme l'ensemble des régions. Donc il faut que le gouvernement soit en capacité d'inventer avec les Bretons la Bretagne de demain, qui s'est construite depuis la fin des années 60, sur un modèle qui a parfaitement réussi. Soyons honnêtes, la Bretagne se porte mieux que beaucoup de régions. Mais aujourd'hui, elle est au bout de ce cycle. Donc il faut inventer un nouveau cycle. Donc il ne faut pas faire appel aux gros bras, mais aux grosses têtes. Même si elles ont des bonnets rouges.
Plus globalement, Jean-Christophe Cambadélis, le ras-le-bol fiscal est invoqué dans plusieurs de ces dossiers et dans d'autres dossiers. Alors on a beaucoup d'internautes aussi, hein, Denis, Julien, Delia, Caroline, on en a sélectionné plusieurs cette semaine, qui vous posent tous la même question finalement. Est-ce que le gouvernement n'est pas allé trop loin dans les prélèvements depuis qu'il est au pouvoir? Mais vous voyez comment on va vite, ça c'est la communication moderne. On dit le gouvernement va trop loin et en même temps on dit le gouvernement recule sur toutes les taxes. S'il recule sur toutes les taxes, il ne va pas trop loin. Non. Donc il n'est pas allé trop loin, c'est votre réponse. Ma réponse, elle est que oui, il y a un effort dur, difficile, qui est demandé à l'ensemble des Français. On essaye qu'il soit le plus juste possible parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Oui, cet effort est dû à des déficits qui étaient là avant nous et qui perdurent peut-être trop longtemps. C'est une mauvaise passe. On est, puisqu'on parle de la Bretagne, dans les 40e rugissants. Et dans ce moment-là, soit on se met à la cape et on risque de tanguer extrêmement fort et prendre des paquets de mer, soit on essaye de passer le cap des 40e rugissants. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et la voie, c'est d'augmenter les prélèvements. La voie, c'est de réduire les dépenses, parce que les gens ne voient évidemment que ce qui augmente du point de vue des impôts, encore que la pression fiscale cette année n'est pas excessive par rapport, elle est même en décélération par rapport aux années précédentes, mais les gens voient que quand même les impôts sont importants dans une situation où les salaires ne sont pas augmentés. C'est aussi ça qu'il faut voir. Et donc, dans ce moment-là, tout le monde fait ses comptes à la fin du mois, le crédit se raréfie, les salaires ne sont pas augmentés, les impôts sont là, et beaucoup de Français ont des fins de mois qui durent 4 semaines. On voit le gouvernement, qu'on le veuille ou non, reculer sur l'écotaxe, on le voit reculer aussi sur la taxation de l'imposition de l'épargne. Est-ce que ce gouvernement a encore la force, l'autorité pour continuer les réformes? Il a la force et l'autorité que lui confèrent des élections. On n'est pas encore dans une république. En même temps, avec des codes de popularité extrêmement faibles. Oui, mais historiquement faibles. Absolument, historiquement faibles. Mais ce n'est pas encore ni la rue, ni les sondages qui font la démocratie. Ce sont encore des élections. On y arrivera peut-être un jour, mais je défie. Enfin, c'est bien utile pour s'affirmer. Mais depuis 30 ans, citez-moi un gouvernement qui a été populaire. Aucun. Parce que nous vivons une crise... un président impopulaire à ce point, c'est exceptionnel. Mais le précédent l'était tout autant. Et d'ailleurs, il a été battu. Et le problème, il est le suivant, ce n'est pas le moment jugé difficile par les Français, c'est l'endroit où vous voulez aller. Et c'est à la fin qu'on va pouvoir... Donc vous dites, il faut maintenir ce cap. Il faut maintenir ça ira ce mieux cap. Dans un an ou deux. Voilà, c'est le cap que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire l'avenir de la France, redresser le pays, assainir ses comptes, relancer le secteur productif, et puis, dans 1 ou 2 ans, être capable de redistribuer. Jean-Christophe Cambadélis, vous êtes en charge de l'international au PS, vous êtes aussi membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, donc on voulait aussi parler d'international avec vous. Les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont arrivés en France tôt ce matin, ils ont été assassinés, je le rappelle, ce week-end au Mali. Est-ce qu'on peut encore dire, comme l'a dit François Hollande en septembre, que la guerre au Mali a été gagnée? La guerre, oui. La stabilité, non. La guerre a été gagnée. Puisque l'ensemble des villes ont été libérées. Mais c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'il suffit là, malheureusement, d'un assassinat avec 2 acteurs, parce que c'était peu nombreux ceux qui ont agressé vos confrères et les ont tués dans des conditions qui ne sont pas aujourd'hui totalement élucidées. Donc, oui, après, il faut créer les conditions de la stabilité. Alors, c'est dans les 90% du pays et pas dans les 100%. Et on voit bien qu'il y a là un élément résiduel où se combinent tout à la fois des traditions, Touareg, une crise à l'intérieur du MNLA, des concurrences entre différents groupes.
Donc, voilà. Alors, mais est-ce que vous ne dites pas aujourd'hui, le problème c'est le relais qui n'a pas été pris correctement et assez fortement par la force internationale, par l'armée malienne? Est-ce que vous ne lancez pas un appel aujourd'hui pour dire, mais remuez-vous pour venir en relais de la France à Kidal et dans le Nord Mali? Nous connaissons les difficultés, les lourdeurs dans ce domaine sur le plan international. Nous qui sommes intervenus au Conseil de sécurité pour qu'en Centrafrique, il y ait des troupes, parce que là-bas, les drames sont quotidiens. Ce n'est pas des journalistes, heureusement, qui sont assassinés, mais c'est de la population qui se trouve dans des situations épouvantables. Donc on sait que c'est compliqué d'obtenir le relais sur le terrain. Voilà pourquoi la France a décidé le redéploiement à Kidal pour sécuriser la région. Est-ce que la priorité avait vraiment été mise sur Kidal d'ailleurs au départ? Parce qu'on lit beaucoup de choses depuis l'assassinat des 2 journalistes. Est-ce que finalement on n'a pas laissé les Touaregs ou quelques groupuscules Touaregs tranquilles dans cette zone? Mais il était de bonne intelligence, à partir du moment où on avait un front contre nous, de faire en sorte que le MNLA, Touareg, participe à l'unité nationale du Mali. Et donc, travailler avec eux au niveau de Kidal, qui est leur bastion, pour qu'ils soient une force qui... On dit aussi qu'ils ont aidé à la libération des 4 otages d'Arlit. C'est possible, vous pensez que cette thèse est... J'en sais rien. Et dans ce genre d'affaires, il vaut mieux pas faire de l'à peu près, je crois. Mais donc, voilà, ils ont participé, mais en même temps, c'est très difficile pour eux, parce que à partir du moment où ils ont fait ce tournant pour intégrer l'unité nationale du Mali, tout en défendant leur position régionaliste, on va dire, eh bien, il y a un certain nombre de militants, de responsables, qui n'ont pas supporté ce tournant et qui veulent, eux, aller plus vite. C'est un cas classique de crise interne. Est-ce que vous ne craignez pas, la France envoie des renforts, 150 hommes, je crois, à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on aille dans une opération très longue et avec un risque d'enlisement dans cette partie-là? Je ne le pense pas. Parce que les éléments les plus violents, on va dire, sont partis de la région. Et le travail effectué par nos troupes, grotte après grotte, lieu après lieu, on fait que soit ils ont été éliminés, soit ils se sont expatriés, si je puis dire. Mais donc vous dites on est dans du résiduel. Oui, voilà. Mais pourtant Kidal n'est pas vraiment contrôlé par les forces maliennes aujourd'hui. Non, mais parce que, d'abord, est-ce qu'elle n'a jamais été et ensuite, parce que cela fait partie d'une stratégie du président malien d'associer des forces hier combattantes contre le régime malien à une reconstruction du pays et une prise en compte des données locales et des revendications identitaires. Une question d'une internaute, André. L'Assemblée nationale va-t-elle demander des comptes au gouvernement sur les différentes opérations qui ont été menées au Mali, Serval, Hydre plus récemment? Je crois que cet après-midi, lors des questions d'actualité, plusieurs questions tourneront autour de ce sujet. Vous pouvez être certain que l'écotaxe, Ecomove et Mali seront les 3 sujets majeurs des questions d'actualité, donc le gouvernement répondra. Mais vous êtes favorable à ce qu'il y ait une commission qui travaille sur les suites maliennes? Et la commission des affaires étrangères, sous la responsabilité de Mme Guigou, travaille sur ces questions-là. C'est plus discret qu'on pourrait le souhaiter ici ou là, mais il y a un suivi qui est trop fait. Discret. Non. Moi, je pense que dans ce genre de sujet, sur ce genre de sujet, il vaut mieux être discret et efficace. Un certain nombre de parlementaires suivent de très près la situation au Mali, en rendent compte devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et en discutent tant avec
la Commission des Affaires étrangères au Sénat qu'avec Quai d'Orsay. Jean-Christophe Cambadélis, le temps passe et on voulait vous poser encore beaucoup de questions, notamment sur la Syrie aussi, puisque pendant ce temps, la guerre en Syrie continue, notamment ce week-end, avec une percée de Bachar el-Assad, enfin des troupes de Bachar el-Assad. Il y a un peu plus d'un mois, François Hollande disait qu'il fallait des sanctions strictes contre Bachar el-Assad. On a un internaute, Fred, qui nous demande où sont ces sanctions. Les sanctions ont lieu, c'est-à-dire que aujourd'hui, le régime est isolé de la communauté internationale sur le plan économique et financier, même s'ils ont quelques facilités par leurs alliés. Bon, il faut bien le constater. La Russie et la Chine. Qui sont, la Chine un peu moins, mais la Russie principalement, et le croissant chiite, intégrant l'Iran. Mais aujourd'hui, la question, c'est l'organisation de Genève 2. Alors oui, justement, mais est-ce que Genève 2 peut encore avoir lieu tel que c'était envisagé à partir du moment où le préalable, c'est le départ du président Bachar el-Assad? C'est une question que la France avait posée dès le point de départ. La France avait dit dès le point de départ, et on l'avait beaucoup critiqué, vous n'aurez pas de conférence Genève 2 si Bachar el-Assad est en place, car on ne comprendrait pas pourquoi l'opposition, dont on dit qu'elle est divisée, le seul point qui l'unit, c'est de ne pas voir Bachar el-Assad se succéder. Bon. Oui. Donc là, on est dans des éléments classiques que l'on a connus de tout temps, dans des crises où il y a un préalable, comment on le contourne, c'est le travail des diplomates. Et donc là, on ne peut que souhaiter que les positions évoluent. Mais vous n'enterrez pas Genève 2 à l'heure qu'il est? Pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est nécessaire parce qu'il faut une solution diplomatique, car on voit que sur le terrain, personne ne l'emportera. Un jour, M. Bachar el-Assad et ses troupes massacrent dans un quartier, le lendemain, elles sont repoussées, il n'y a pas de victoire définitive, militaire. On a justement des internautes qui nous disent, même sans armes chimiques, on peut toujours massacrer son peuple. On a notamment Grégoire qui nous a dit cette semaine que Hollande est reparti un peu, entre guillemets, je le cite, la queue entre les jambes dès qu'Obama a décidé de faire voter son congrès. On a Marion qui dit, finalement, est-ce que ce n'est pas Harlem Désir qui avait raison en parlant d'esprit munichois, on se souvient de la formule qui avait fait débat. Est-ce que ce qu'on fait actuellement, est-ce que ce que fait la communauté internationale aujourd'hui, est suffisant? Bon, d'abord, la France ne peut pas tout toute seule. Ou alors, il faudrait dire que la France a décidé d'être le gendarme du bassin méditerranéen. Et il y a quelques situations, c'est-à-dire que si nous commençons et nous suivons nos amis d'intervention en Syrie de la France seule, pourquoi pas demain en Égypte et après-demain en Libye et le surlendemain en Tunisie, parce que les situations de déstabilisation, elles sont partout. Deuxième élément, c'est que nous avons toujours dit qu'il fallait l'unité de la communauté internationale sur un ensemble de sujets si on veut être efficace. Troisièmement, je suis toujours étonné que l'on critique la France, qui est aux avant-postes du combat pour la démocratie en Syrie, et que l'on ne dise jamais rien, mais jamais rien sur la Russie, qui soutient le boucher Bachar el-Assad. Si on veut faire des manifestations et des critiques, et je comprends que l'on soit en colère vu la situation dans le pays, mais qu'il faut manifester et le dire à M. Poutine. C'est lui la clé de la situation aujourd'hui en Syrie. C'est pas François Hollande qui, lui, à chaque fois... Jean-Marc Ayrault était en Russie il y a quelques jours, il y a 2 jours, bien sûr, 3 jours. Ces questions-là ont été débattues, elles sont constamment débattues. La priorité était tout de même l'économie, les échanges économiques avec la Russie. Évidemment, mais on peut avoir des échanges économiques et une pression diplomatique. Ce n'est pas interdit. On l'a pratiqué de nombreuses fois, que ce soit dans feu l'URSS ou de la Chine aujourd'hui. Alors on l'a évoqué un tout petit peu, mais donc on a parlé de la Syrie, on a parlé du Mali, on a parlé de l'écotaxe, on n'a pas encore parlé de Leonardo, on va peut-être en parler un tout petit peu, mais en tout cas les dossiers embarrassants pour le gouvernement s'empilent, on a l'impression depuis ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a un problème à la tête de l'État? Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est plutôt un problème de communication ou un problème d'action? C'est un problème de situation. C'est-à-dire qu'il y a un cap qui a été défini, qui est sûrement le cap le plus difficile, qui est celui du redressement de la France et de son avenir. Pour faire une France moderne, qui ne perde pas ses traditions, mais qui soit une France en phase avec le moment économique et politique que nous traversons. Alors, évidemment, tout ce qui n'a pas été fait auparavant, ce n'est pas une critique facile, c'est un constat. On parlait tout à l'heure de la Bretagne.
Aujourd'hui, on est le nez sur le mur. On aurait pu agir auparavant. C'est nous qui devons agir dans une situation qui n'est pas simple, avec un débat budgétaire européen qui est compliqué. Bon, nous le faisons. Et dans ce moment qui est un peu, j'ai parlé des 40e rugissants, dans ce moment-là, évidemment, la popularité du président de la République est au plus bas parce que tout le monde s'interroge sur le fait est-ce qu'on va traverser ce moment-là ou pas. Petite parenthèse sur Leonarda, les lycéens veulent reprendre leur mobilisation. Alors vous êtes un ancien dirigeant lycéen de l'UNEF. Est-ce que vous êtes est-ce que vous comprenez, disons, cette mobilisation, ou est-ce que vous considérez, comme Luc Ferry l'a dit récemment, un ancien ministre de l'Éducation l'a dit récemment à la télévision, que c'est grosso modo la manifestation annuelle et qu'on cherchait un prétexte pour le faire? Non, je pense que derrière le cas Leonarda, il y a une inquiétude des lycéens sur ce qui est en train de devenir la France. Une France qui se ferme, qui n'est pas capable de traiter le problème de jeunes en difficulté, qui est souvent xénophobe dans ses réactions. Et je disais récemment, et je persiste, que les jeunes lycéens se trompent de colère. La colère, il faut l'exercer, non pas vis-à-vis du gouvernement, qui essaye de respecter un certain nombre de principes et qui a sorti une circulaire disant qu'on ne pouvait pas arrêter des jeunes dans l'institution scolaire, mais avec ceux qui disent aujourd'hui que c'est le droit du sol qu'il faut remettre en cause et réinstituer le droit du sang. C'est la République qui est en cause. Donc c'est contre ça qu'il faut manifester. Parce que, quand on regarde ce qui se passe, il y a quand même beaucoup de voix de gauche qui critiquent ce gouvernement de gauche. Est-ce que le Parti socialiste est à la hauteur dans cette situation? Et qu'est-ce qu'il fait? À quoi il sert? Vous savez, c'est un grand classique. Maintenant, j'ai l'âge de pouvoir parler de ce qui se passait auparavant. Vous ne pensez pas qu'à l'époque de François Mitterrand, le Parti socialiste n'était pas critiqué par l'extrême gauche, le Parti communiste et les écologistes à l'époque qui n'étaient pas au gouvernement, que le gouvernement de Lionel Jospin et de la gauche plurielle n'était pas critiqué, y compris au sein même du gouvernement. C'est la différence entre la gauche et la droite. La gauche est parlementaire. La droite est bonapartiste. On est derrière le chef. À gauche, on n'est même pas être derrière le chef. On critique, mais au moment décisif, on se rassemble. Mais vous ne pensez pas que dans des situations difficiles, comme en ce moment, passer son temps à se critiquer, c'est se tirer des balles dans le pied, c'est s'affaiblir, et c'est s'interdire la réforme? Enfin. Ça, vous parlez d'or, vous avez raison. C'est un vrai sujet. Je crois que nos amis ne comprennent pas que nous ne sommes pas dans une période de croissance, où en fin de compte, il faudrait se chamailler sur le surplus, sur ce qu'on peut distribuer. Aujourd'hui, il faut reconstruire la France. C'est une véritable renaissance. Ça nécessiterait, et je le dis souvent au Bureau national du Parti socialiste, que l'on distingue un peu de distinction, si je peux m'exprimer ainsi, entre l'essentiel et l'accessoire. Alors, justement, on parle, il y a eu des questions sur le remaniement éventuel du gouvernement, mais il y a aussi des questions sur le Parti socialiste, comme le disait Michel tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il y a un Harlem Désir bashing, comme le disait Julien Drey il n'y a pas très longtemps sur les ondes? On a beaucoup parlé des couacs d'Harlem Désir depuis qu'il est à la tête du PS. Est-ce qu'il y a un Harlem bashing, selon vous? Bon, on ne peut pas dire que la presse l'aide ou le soutienne. Mais est-ce que lui, il aide la presse? Disons qu'il fait de son mieux dans une situation qui n'est pas toujours de son fait. Vous êtes gentil avec lui. Vous étiez son compétiteur, il faut le rappeler. Bien sûr, j'étais son compétiteur, mais maintenant il est là. Jusqu'au prochain congrès, qui est en 2015. Il essaye de mener la barque des socialistes derrière la chaloupe des socialistes, derrière le bateau du gouvernement. On va terminer, avant les questions d'actu de la semaine, par le Front National. Vous êtes aussi un ardent combattant du Front National. Vous avez déclaré que le tripartisme était en marche il y a peu, au lendemain de la cantonade de Brignoles. Récemment, vous avez aussi dit que le FN était aux portes du pouvoir. Je cite, est-ce que ça veut dire que le FN est en train de devenir un parti de gouvernement? Alors, le Front National est un parti d'extrême droite. Et la typologie de sociologie politique que nous allons avoir va être qu'il y aura un tripartisme avec un parti d'extrême droite.
C'est-à-dire que le Front National va occuper entre 18 et 25% de l'électorat. De l'électorat, mais le plus inquiétant, c'est la montée objective du Front National ou c'est le reflux, restons maritimes et bretons, le reflux des autres partis de gouvernement et notamment du Parti Socialiste? Mais les deux, mon capitaine, c'est que vous avez à la fois la dynamique propre du Front National, appuyée sur une xénophobie, une volonté punitive des élites, une xénophobie par rapport à l'étranger, une volonté punitive des élites et des gouvernements et de tout ce qui représente Paris, Bruxelles, etc., qui est très très forte en France, hein, avec des Français qui se désespèrent de leur situation. Et puis deuxièmement, tant à droite, parce qu'on sous-estime beaucoup cela, tant à droite, je dis bien, où on n'est pas satisfait de la politique menée par l'UMP, qu'à gauche, on est inquiet de la politique menée par le gouvernement, même s'il y a de bons résultats. Donc, des résultats qui commencent à être bons. Donc, oui, c'est une situation, mais vous savez, c'est la situation qu'on a déjà connue en France, comme en 1956, avec la percée poujadiste. Vous croyez vraiment que le FN va conquérir beaucoup de mairies? Je ne le pense pas. Je pense qu'il va s'installer dans beaucoup de mairies et que ça va changer beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, les mairies... Qu'il va devenir arbitre d'un certain nombre de majorités. Ils vont devenir arbitres d'un certain nombre de majorités, mais vous savez, depuis 15-20 ans, c'est tant mieux d'ailleurs, les mairies ont été dépolitisées. Je veux dire, le débat a été exclusivement sur ce qui était bon pour la ville. L'entrée du Front National va modifier ce paramètre. C'est-à-dire qu'on ne va pas discuter de la rocade, de la deuxième piscine ou de la bibliothèque, mais vous aurez dans 700, 800 conseils municipaux des responsables du Front National qui poseront le problème de la priorité nationale, de la préférence nationale, et tout ceci va être un facteur de trouble dans chacune des villes. Donc, et un élément de la tentative de conquête du Front National. C'est pour ça que je parle de très Vous craignez la colère fiscale et l'effet sur les municipales? Je crois que les Français, au bout du bout, seront capables de faire la différence entre la politique nationale et la bonne conduite de leur ville. Il nous reste 5 petites minutes, on va passer au film de la semaine. 4 dernières questions sur les grosses actus de la semaine. Une délégation du Parlement européen est arrivée en début de semaine, hein, c'était lundi dernier, pour une visite de 3 jours aux États-Unis, en pleine crise sur la NSA et l'espionnage américain. Alors on évoque encore une fois une possibilité d'espionnage industriel derrière tout ça. Est-ce qu'il faut suspendre les actuelles négociations sur le traité de libre-échange transatlantique? C'est un problème. J'ai vu qu'hier, le président Martin Schulz du Parlement européen y était favorable. J'ai entendu Sigmar Gabriel, le patron du SPD allemand, Vous y êtes favorable? qui est favorable. Il faut, avec le PSE, étudier la question en tout état de cause. On ne peut pas ouvrir des négociations avec des amis qui sont par ailleurs vos ennemis. Lundi, mardi, Manuel Valls obtient 70% de bonnes opinions selon un baromètre BVA. C'est un score qui tranche singulièrement avec celui du président Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Est-ce que c'est lui le vrai rempart contre le FN? Ou est-ce que ce serait lui? C'est un atout, mais ce n'est pas tout. C'est un atout car évidemment il a une popularité. Il est dans un ministère régalien qui est articulé autour de la question de l'ordre, et dans le moment présent, ça a son importance, mais ce n'est pas tout, parce que pour pouvoir réduire le Front National, il faut l'assécher. Donc ce n'est pas simplement avec des policiers qu'on peut le faire. On peut l'assécher que par une politique économique qui réussit. Et donc il faut l'autre volet, et ça, l'ensemble de la gauche en a besoin. Mais il faut le garder au ministère de l'Intérieur, absolument. C'est au président de la République de décider ce qu'il veut faire. Je vous vois bien venir avec vos questions, mais c'est pas moi qui vais changer l'architecture gouvernementale. Actualité de jeudi, après sa rencontre avec les représentants du foot français, François Hollande a décidé de maintenir la taxe à 75%, donc qui taxe les entreprises pour les salaires supérieurs à 1 million d'euros. Est-ce qu'il ne serait pas juste, comme le réclamaient les patrons de clubs, d'appliquer la non-rétroactivité, c'est-à-dire n'appliquer cette loi que pour les contrats qui vont être signés, pas pour ceux qui ont déjà été signés? Alors ça, c'est On épargnerait Zlatan Ibrahimovic. Voilà, ça c'est une manière d'envisager le droit, c'est-à-dire que... La non-rétroactivité de la loi, c'est tout de même quelque chose d'important dans notre droit. Dans notre droit, c'est quelque chose d'important, mais honnêtement, tout ça sont des arguties
dans une situation où les clubs sont plus riches qu'ils veulent bien le dire, et où cette taxe ne pénalisera pas les clubs les plus riches. Peut-être Guingamp, mais bon. Rennes et Brest. L'actualité du week-end, ça a été le tweet entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou qui officialisent aujourd'hui leur rapprochement. Est-ce que vous dites, comme Manuel Valls, que le PS n'a pas fait assez d'efforts pour tendre la main à François Bayrou, pour le faire élire aux législatives? Est-ce qu'il fallait s'ouvrir au MoDem et à ce centre-là? Non, parce que je pense que François Bayrou ne le souhaitait pas. Parce qu'on a beaucoup reproché au Parti Socialiste de ne pas avoir tendu la main. Il aurait tendu la main et aujourd'hui, François Bayrou serait retourné à sa famille d'origine dans une alliance avec Borloo pour essayer de gagner la ville de Pau. Parce qu'au bout du bout, c'est ça l'objectif pour François Bayrou. C'est qui pour quelqu'un qui faisait la leçon comme homme d'État est un peu politicien. Mais derrière, je m'interroge. Leur regroupement s'appelle l'Alternative. Mais l'alternative à quoi? L'alternative au Parti Socialiste? L'alternative à Nicolas Sarkozy? Voilà une question qui va tarauder. Peut-être aux deux. Voilà une question qui va être intéressante de voir dans la vie. Et qu'on posera leur posera très bientôt aux intéressés sur ce plateau ou ailleurs d'ailleurs. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'être venu sur le plateau de l'Internaute et de Ouest France. Merci Michel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain à 10h30 toujours. Et notre invitée sera Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État. À très bientôt et d'ici là, restez connectés.